à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, zoom sur les nouvelles tendances en matière d'investissement responsable. Un focus aujourd'hui sur le secteur de l'énergie alors que les investissements se dirigent de plus en plus vers les énergies renouvelables. Le contexte actuel de guerre en Ukraine, des tensions sur l'approvisionnement du gaz russe fait craindre un bond en arrière sur les énergies fossiles. Plusieurs membres des 27 se tournent même d'ailleurs vers le charbon. Continuer à financer les entreprises polluantes pour assurer nos besoins énergétiques ou aller vers plus de sobriété et respecter les accords de Paris. On en parle dans quelques instants avec un spécialiste de la gestion de fonds à impact. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, un début d'année extrêmement dynamique pour l'assurance vie. C'est le cas de le dire, les cotisations atteignent un niveau inégalé depuis plus de 10 ans, 8,4 milliards d'euros pour le premier trimestre 2022. Il faut remonter à 2011 pour trouver un montant plus élevé sur la même période. Le contexte économique incertain ne semble pas entamer donc la dynamique du produit d'épargne qui s'apparente de plus en plus comme le préféré des Français. 18 millions de détenteurs de contrats en 2021. On reviendra donc sur ce début d'année en fanfare et sur la prudence tout de même des assureurs face à l'augmentation des taux d'intérêt. Smart Patrimoine, c'est parti. Désinvestir les énergies fossiles et investir dans les énergies renouvelables, le moment ou jamais. On va poser la question à notre invité. Alors que les volumes de gaz russe envoyés à l'Union européenne ont diminué de moitié en un an et que les 27 se tournent toujours, même davantage, vers les énergies fossiles, notamment le charbon, pour assurer leur sécurité et leurs besoins énergétiques. Comment, dans ces conditions, respecter les accords de Paris? On va poser la question à notre invité, Hortense Lacroix, responsable ISR et gérante Action Europe au sein de Financière Arbevel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Hortense Lacroix. Ma première question, je suis allée sur le site de l'ADEME. J'ai regardé, miser sur les énergies renouvelables, c'est diminuer la vulnérabilité de son territoire face à la hausse inéluctable du prix des énergies fossiles. Pourtant, face à cette hausse, aujourd'hui, on continue d'investir dans ces énergies fossiles. Comment on l'explique ? Alors c'est compliqué parce que tout le monde vous explique effectivement que les panneaux solaires sont devenus la façon de produire l'électricité la moins chère et pourtant, effectivement, on a vu grosse déception sur ce G7 avec un espèce de rétropédalage vers des énergies fossiles, notamment vers tout ce qui est gaz. Alors, la question, c'est que c'est pas si facile, en fait. Il faut pas confondre électricité et gaz. Et si on prend le cas allemand, qui est le plus concerné par le gaz russe, puisque la moitié de leurs importations de gaz venaient de Russie, on a effectivement la claire vision. L'Allemagne a fait d'énormes progrès, d'énormes investissements sur les dernières décennies en renouvelables. Ils ont déjà quasiment la moitié de leur électricité qui est fabriquée en renouvelables. N'empêche que leurs industries qui consomment du gaz, elles, ont besoin de ce gaz. Et donc, la question qui se pose actuellement avec effectivement Nord Stream, qui a divisé là brutalement depuis le 15 juin, Nord Stream n'apporte plus que la moitié du débit qu'il avait initialement. La question, c'est comment substituer ce gaz. Et on ne peut pas demander en fait à un process industriel immédiatement de passer du gaz à l'électricité. C'est souvent possible, mais ce sont des investissements importants, donc ça ne peut pas être instantané. Donc aujourd'hui, la stratégie européenne, c'est de remplacer des énergies fossiles russes par d'autres énergies fossiles qui viennent d'ailleurs. Malheureusement, la stratégie, pour la faire très courte, si on regarde toujours le cas allemand, parce que essentiellement, il y a l'Italie qui est un petit peu touchée, mais qui a très vite réussi à diversifier par d'autres énergies, d'autres imports de gaz, essentiellement sous forme liquéfiée. La France va réussir à s'en sortir aussi avec un petit peu plus d'imports. On a notamment un nouveau terminal qui arrive fin 2023 au Havre qui va réussir à complètement substituer les importations russes. Donc le problème se pose vraiment en Allemagne. Alors l'Allemagne a essayé de pédaler en urgence avec des approvisionnements en gaz liquéfié, mais comme ils n'ont pas de terminal d'importation à ce stade, il a fallu passer par des navires de regasification qui seront sur les côtes allemandes et qui vont importer. Ils ont besoin, grosso modo, jusqu'à mi-2024 pour substituer ce gaz russe et réussir de façon durable à trouver des approvisionnements en gaz liquéfié. En attendant, la petite rustine qui a été trouvée, c'était que la faible part d'électricité encore produite à base de gaz, 10% de leur électricité en 2021, va être transférée sur le charbon
et la lignite. Donc c'est assez dramatique parce que ce pays qui a eu des décennies d'investissement et qui a vraiment pris le lead européen sur la partie renouvelable va se retrouver fin 2022 avec 40% de son mix énergétique qui est produit par des énergies fossiles. Et de façon, on le sait, monstrueusement polluante. C'est environ, sur ces 18 mois de période de transition, ce sera environ 50 millions de tonnes de CO2 qui seront produites en plus. Donc on est bien loin des objectifs que ces États se sont fixés, notamment en vertu de l'accord de Paris. Malheureusement, on est dans un cas complètement exceptionnel, mais c'est vrai, pour avoir calculé des trajectoires carbone, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, les premières années de votre modélisation comptent énormément. Donc, plus vous retardez le moment où les efforts commencent à être mis en place, plus votre trajectoire est mauvaise. Donc, une trajectoire à 1,5 ou inférieure à 2, comme les accords de Paris avaient souhaité le mettre en place, ça paraît effectivement de plus en plus difficile. Hortense Lacroix, un mot aussi sur les marchés financiers, puisque là aussi, ça vous intéresse chez Financière Arbevel, évidemment. Comment les valeurs énergétiques, alors renouvelables ou non d'ailleurs, ont-elles été impactées ces derniers mois sur les marchés ? Alors, les énergies renouvelables, pour commencer par ce qui va bien, ce qui va dans le bon sens, les énergies renouvelables ont considérablement bénéficié de la crise russe parce qu'on a tout de suite compris qu'il y avait effectivement une pénurie massive d'énergie, que les investissements devraient être relancés, donc on aurait a priori une accélération des capacités installées au cours des prochaines années. Et puis à court terme, il y a eu un effet un petit peu d'aubaine. Vous savez que le mécanisme de fixation du prix de l'électricité en Europe, c'est l'énergie marginale qui fixe le prix. Donc c'est le gaz actuellement en Europe qui est l'énergie marginale. Donc la hausse du prix du gaz s'est répercutée sur la hausse du prix de l'électricité. Un certain nombre de producteurs d'énergie renouvelable sont exposés au prix spot, donc au prix du marché, et ont bénéficié donc de cette hausse de prix dans leurs revenus. Donc on ne désinvestit pas les énergies renouvelables, c'est ce que on vous ne désinvestit dites, pas. Mais sur le court terme, en tout cas, la stratégie, voilà. Il faut aussi, on parlait de sécurité énergétique, subvenir aux besoins des États membres. Voilà, il faut réaliser, là, en bourse cette semaine, on a eu des chocs terribles parce que l'Allemagne a annoncé rentrer dans sa phase 2 de son plan d'urgence d'approvisionnement en gaz. Il faut bien se rendre compte que ça veut dire potentiellement, si on arrive à la phase 3, c'est des confiscations de gaz, mais déjà en phase 2, on annule purement et simplement des contrats qui ont été signés. Donc si vous, dans votre industrie, vous avez eu la perspicacité de vous approvisionner à horizon 3 ans à des prix très intéressants en gaz, d'ores et déjà, du fait de cette phase 2, donc qui n'a pas encore été votée au Bundestag, Bundesrat, mais qui a été annoncée, dès à présent, votre prix d'approvisionnement est remis en cause. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne veut avant tout, et ça va dans le bon sens d'un point de vue environnemental, avant tout donner un signal prix. Ça veut dire, si effectivement il y a un problème d'approvisionnement, la première réponse doit être une augmentation considérable du prix du gaz, et ils n'hésitent pas à le faire porter à leurs ménages, aussi bien qu'à leurs industries, pour que la consommation baisse un petit peu en retour. Donc c'est une partie de la réponse également. Vous prenez beaucoup cet exemple, Hortense Lacroix, de l'Allemagne. C'est pas anodin. C'est pas anodin, on la regarde, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est un quart du gaz au niveau de l'Union européenne, c'est énorme. Ils sont très industrialisés, ils étaient extrêmement dépendants du gaz russe également. Donc effectivement, c'est eux qui sont en pénurie. Comme je vous le disais, il y a des réserves stratégiques qui sont assez importantes en Italie, aux Pays-Bas, en France un peu. Donc il y aura ces espèces de discussions, on l'a vu au niveau du G7, de solidarité pour essayer de faire circuler le gaz au sein de l'Europe. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Des lignes électriques haute tension, très haute tension entre les pays pour partager et lisser un peu nos prix d'électricité, on a. Des pipes qui traversent toute l'Europe entre la France et l'Allemagne, on en a, qui habituellement fonctionnaient dans l'autre sens puisque ça venait de Russie. Par exemple, entre la France et l'Italie ou la France et l'Espagne, vous avez des chaînes de montagne qui font que jusque-là, on ne les a pas installées. Donc, ce n'est pas si simple de répondre à cette crise. Le temps file. J'aimerais juste parler un tout petit peu de ce que vous faites avec Financière Arbevel, comment vous accompagnez les entreprises. D'ailleurs, est-ce que vous en accompagnez des entreprises dites polluantes ? Voilà, est-ce qu'on les accompagne dans le verdissement de leur activité ou alors est-ce qu'on dit non, voilà, vous... Énergie fossile, on dit non. Voilà, expliquez-nous un peu votre travail en quelques secondes. Le temps passe trop vite. C'est une très très grande question parce qu'effectivement la réglementation qui nous oblige, nous, dans la gestion d'actifs, à communiquer de plus en plus sur l'empreinte des fonds et ce que font les fonds, part un petit peu dans différentes directions et on ne sait pas exactement, j'imagine au niveau du porteur, la difficulté de faire ses choix en fonction de toutes les informations qui sont données. Il y a deux solutions. Soit on dit tout de suite on veut être extrêmement propre et on veut avoir une empreinte carbone
absolument parfaite, à ce moment-là, c'est facile. Vous sortez tout ce qui est énergie fossile, vous sortez des aciéries, vous sortez des cimenteries. On sait exactement qui sont les gros émetteurs de carbone. L'exclusion, c'est quelque chose d'assez facile. On n'a pas l'impression forcément que c'est en excluant qu'on va aider les industries à se modifier. Alors nous, chez Financière Arbevel, et particulièrement le fonds que je gère, Pluvalca Sustainable Opportunities, on a choisi d'investir dans les technologies innovantes qui permettaient aux sociétés de faire autrement. Ça veut dire, voilà, si on prend l'exemple d'une aciérie, quelle est la technologie qui va permettre aux aciéries d'améliorer considérablement leur empreinte carbone pour produire exactement le même produit? On va terminer sur ces mots, il nous reste malheureusement plus de temps. Merci beaucoup Hortense Lacroix d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes responsable ISR et gérante Action Europe au sein donc de Financière Arbevel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel début d'année pour l'assurance vie? La réponse est simple et sans appel puisque le produit d'épargne dit préféré des Français enregistre un premier trimestre 2022 une collecte record jamais égalée en 10 ans, 8,4 milliards d'euros. On va revenir sur les raisons de cette dynamique évidemment. On verra comment elle peut évoluer aussi dans un contexte économique, il faut le dire encore incertain, et une remontée des taux qui certes n'inquiète pas pour l'instant les assureurs, mais qui pourrait pousser certains épargnants à se tourner vers des produits plus rémunérateurs. Bref, on fait le bilan aujourd'hui avec nos invités. Franck Levallois nous accompagne, directeur général de France Assureur. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Franck Levallois, merci beaucoup de nous accompagner. Marion Dewagener nous accompagne également, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup Marion de nous accompagner également. Franck Levallois, bon, collecte record début 2022, c'est indéniable. Comment vous l'expliquez? Bon, d'abord quelques chiffres. La dynamique positive qu'on avait, qui s'était installée finalement en 2021 après une année 2020 perturbée par les confinements. Cette dynamique positive pour l'assurance vie, elle se poursuit. Elle se poursuit depuis le début de l'année et mois après mois. Donc elle n'est pas nouvelle, voilà, c'est ce que vous. Elle avait démarré en 2021. 2021. Et elle se poursuit en 2022, mois après mois. Les chiffres du mois de mai pour l'assurance vie que nous publions pour le marché aujourd'hui. Donc on va avoir en exclusivité sur absolument, le plateau Smart Patrimoine. Absolument, et montre en fait un niveau de cotisation pour l'assurance vie de 11 milliards 8, ce qui est d'abord une progression par rapport au mois de mai de l'année passée. Depuis le début de l'année, c'est-à-dire le cumul des cotisations depuis le début de l'année, est en progression de 4% par rapport aux 5 premiers mois de l'année 2021. Donc vous voyez qu'il y a donc une dynamique qui se poursuit. Lorsqu'on regarde la collecte nette, qui est un indicateur très important d'assurance vie, la différence entre les cotisations et les prestations, eh bien cette collecte nette, elle est positive. Depuis le début de l'année. Pour le mois de mai, elle s'élève à 1 milliard 9, d'accord, plus 1 milliard 9. Elle est en progression de 0,2 milliard par rapport à l'année dernière, au mois de mai. Et depuis le début de l'année, c'est une progression très importante puisque cette collecte nette en cumulé atteint 12 milliards 4, c'est-à-dire une progression de 2 milliards 8. Voilà, donc les chiffres sont j'allais dire, très positif pour l'assurance vie, et avec une répartition entre l'euro et l'unité de compte. Vous savez que ce mix, cette allocation entre l'euro et l'unité de compte est quelque chose de très scruté. Eh bien, cet équilibre est stable par rapport au début de l'année, j'allais dire même par rapport à 2021, puisque depuis le début de l'année, c'est 40% que représentent les unités de compte dans les cotisations en assurance vie. Franck Levallois, merci beaucoup pour ce point justement très statistique, très technique. Donc une tendance en effet qui est bel et bien là. Je reviens à ma question, comment vous l'expliquez? Et comment vous expliquez cette tendance qui monte? Puisque là, vous nous dites que les derniers chiffres sont très, très, très encourageants. Qu'est-ce qui explique dans le contexte, je le disais, un contexte économique quand même qui est plutôt incertain? Est-ce qu'on peut faire le lien avec ce contexte-là? Voilà, comment vous expliquez cette tendance? Je crois tout simplement, vous savez, Eva, dans les contextes incertain, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, je crois que les Français, je crois que les épargnants cherchent ce qui les rassure. Et l'assurance vie, c'est le produit préféré, le produit d'épargne préféré des Français. Je rappelle quand même
18 millions de souscripteurs, c'est-à-dire 18 millions de Français qui détiennent un ou plusieurs contrats d'assurance vie. C'est un produit populaire, c'est un produit qui rassure. Et je crois que c'est bien cela qui fait qu'aujourd'hui, les Français se tournent vers l'assurance vie de plus en plus. Vous faites ce même constat, c'est-à-dire que qui dit contexte économique incertain, finalement, ça va favoriser, pousser les Français à se tourner vers ce type de produit d'épargne, alors moins rémunérateur que certains, certes, mais rassurant, c'est ça, c'est le mot. Non, c'est exactement ça, et on le voit, les épargnants dans des contextes incertains, et on l'a déjà vu avec le Covid, préfèrent anticiper l'avenir, et c'est vraiment la notion de précaution, de prévoyance qu'on retrouve dans l'assurance vie. Donc ça signifie qu'ils ont une vision plutôt long-termiste, là, ici, en tout cas les épargnants. Malgré un contexte incertain, on voit loin. En tout cas, on veut préparer l'avenir. Et l'assurance vie est vraiment le produit d'excellence pour un investissement de moyen long terme. Franck Levallois, quel est aujourd'hui le taux de rémunération pour les fonds euros, par exemple, de l'assurance vie ? Voilà, je parlais d'un taux de rémunération plutôt faible, mais voilà, dites-nous. Le taux servi, vous savez, il est annoncé en début d'année pour l'année qui précède. Pour l'année 2021, le taux servi des fonds euros s'est élevé pour l'ensemble du marché, l'ensemble des produits d'assurance vie, donc c'est une moyenne évidemment, à 1,3%. Ce qu'il faut ajouter pour bien analyser ce taux servi, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il s'agit là du fonds en euros, d'accord, où le capital est garanti. Mais vous savez que depuis maintenant des années, il y a une dynamique de diversification qui s'est introduite et qui fait que la part investie de l'épargne investie en unité de compte est de plus en plus importante. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'année dernière, elle avait atteint 39%. Depuis le début de l'année, elle est à 40%. Elle a atteint 40% investi en unité de compte, donc ce qui veut dire 60% investi dans les fonds en euros. Vous voyez, on est dans une logique de diversification parce que dans un environnement où les taux d'intérêt étaient bas, même dans certaines situations même négatives, la diversification était la meilleure façon de pouvoir protéger ce rendement ou l'épargne sur le long terme. Et je rebondis sur ce que disait Marion. C'est vrai que l'assurance vie, c'est l'épargne de long terme, voire de très long terme. La durée moyenne d'un contrat d'assurance vie en France, c'est 12-13 ans. Voilà. Et raison pour laquelle aussi, lorsque l'on analyse le taux servi, il faut l'analyser sur longue période et non pas sur des périodes trop courtes. Oui, vous voulez réagir ? Non, je trouve que c'est vraiment très important et ça me fait sourire parce que c'est vrai qu'en début d'année, on est tous interrogés, tous les assureurs de la place, sur le taux servi par le fonds euro. Et tous les ans, à la fois, on communique parce que c'est le jeu, mais dans le même temps, on tâche aussi de rappeler que ce n'est pas le rendement du fonds euro qui fait toute la performance du contrat. Et ça nécessite effectivement toujours de la pédagogie parce que ça reste la question clé, alors que pour l'épargnant, finalement, ce n'est pas ça qui fait la performance de son contrat. En tout cas, ce n'est pas ça seul. Comment ce taux-là réagit à l'inflation ? On le sait, galopante. Pour rappel, elle s'élève à plus 5,2% en mai, selon l'INSEE. Marion, voilà, on sait que le livret A, le taux est actualisé de manière fréquente. Pour ce taux de rémunération sur l'assurance vie, comment il s'adapte à l'inflation ? Alors, comment il s'adapte à l'inflation, c'est un petit peu tôt pour le dire. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qui est vraiment le facteur déterminant pour les fonds euros, pour les rendements de l'assurance vie sur le fonds euro, c'est le niveau des taux. Et pas forcément celui de l'inflation, même si les deux peuvent être liés. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé, ça faisait à peu près 2 ans et demi qu'on vivait dans un territoire négatif. Alors, ponctuellement un petit peu positif pour les taux souverains. Et là, depuis le début de l'année, on a eu une remontée très forte, puisqu'on a à peu près 200 points de base, c'est-à-dire 2% de progression des taux souverains. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la durée, puisque ça veut dire que les assureurs sortent d'une période où eux-mêmes pouvaient faire des investissements à très faible rendement. Donc là, petit à petit, les assureurs vont réengranger des investissements plus profitables et qui vont bénéficier aux épargnants. À court terme, on a effectivement un petit effet de ciseau, et c'est toujours le cas dans les transitions. Mais je pense que le point qui est intéressant d'avoir en tête aussi, c'est que les assureurs ont constitué des réserves, puisque chaque année, on parle à la fois
de la participation au bénéfice, donc du taux servi sur le fonds euro, mais les assureurs gardent aussi une partie dans ce qui s'appelle la provision pour participation au bénéfice, qui permet de mettre de l'argent de côté, qui est de l'argent qui sera redistribué aux épargnants. Et c'est ces réserves-là qui permettent aussi de gérer dans la durée. Et Franck l'a dit, l'important, c'est le rendement vu dans la durée d'un contrat qui dure souvent bien plus de 10 ans. Franck Levallois, j'aimerais aussi quand même vous faire réagir sur ce contexte inflationniste. Je sais que France Assureur fait des propositions d'ailleurs dans ce sens pour mieux adapter ce contrat d'assurance vie au contexte inflationniste. Voilà, qu'est-ce que vous pensez là-dessus ? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Il y a d'abord des travaux qui ont été menés avec le marché, les différents acteurs du marché, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient distributeurs, pour améliorer la comparabilité, la lisibilité des offres. Je fais référence à un accord de place qui est sous l'égide de Bruno Le Maire, qui a été signé le 2 février dernier et qui a appelé l'ensemble des acteurs, les assureurs vie, à étendre la transparence sur les frais, sur leurs frais, des produits d'assurance vie, à la sphère publicitaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça a été mis en place au 1er juin. Au 1er juin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, ça veut dire que les assureurs vie publient sur leur site Internet, dans un tableau standardisé, c'est le même pour tous, et ça c'est très important, parce que le format de ce tableau permet la comparabilité des frais. Ce tableau présente les frais des produits d'assurance vie selon une catégorisation qui facilite la bonne compréhension de ces frais, les frais sur les cotisations, les frais sur l'encours, et j'allais dire support par support. Donc ça c'est une première avancée pour encore améliorer la lisibilité et la comparabilité des offres. Et puis à partir de, demain, le 1er juillet, et ça c'est l'arrêté du 24 février qui nous le dit, c'est que les assureurs doivent communiquer alors à la fois à celles et ceux qui vont souscrire un contrat d'assurance vie, donc on est vraiment dans la phase pré-contractuelle, juste avant la signature du contrat, avec son agent, son courtier, son conseiller, dans un réseau bancaire par exemple. Et bien juste avant, on va remettre un détail des frais support par support, donc pour chacune des unités de compte qui auront été sélectionnées. En fait, on va enrichir l'information en faisant apparaître dans la transparence des frais le total entre les frais des supports en unités de compte qui auront été sélectionnés et les frais du contrat. Ça, c'est vrai juste avant la souscription, donc dans la phase précontractuelle, mais ce sera également fait dans les relevés annuels qui sont envoyés chaque année par les assureurs vie à leurs assurés. Marion de Wagener, sur cette question de la transparence, justement, sur les contrats d'assurance vie. Non, je pense que c'est vraiment un point important et c'est une vraie évolution pour l'épargnant. C'était parfois un reproche qui pouvait être fait sur la complexité de comprendre justement les frais et la comparabilité finalement des offres entre différents assureurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de parler d'Allianz Vie Fidélité, qui est le contrat qu'Allianz a lancé en 2020, où on avait déjà fait le choix de ne plus recevoir, que l'assureur ne reçoive plus de rétrocommission de la part des sociétés de gestion. Et c'est vrai que ça, c'était un mécanisme qui n'était pas toujours très connu et avec des pratiques assez variables. Et la transparence des frais qui a été mise en place permet justement de comprendre, parce qu'on a des contrats qui ne sont pas comparables entre des contrats qui sont dits en clean share, comme ceux qu'on peut proposer, et ceux qui faisaient l'objet de rétrocession. Et là, ça permet finalement de mettre le terrain de jeu à égalité et que l'épargnant comprenne bien ce pourquoi ils payent, et c'est extrêmement structurant. Pour revenir sur ce contexte un peu particulier, justement en ce moment on parlait d'inflation, on a parlé aussi de remontée des taux. Pas d'inquiétude pour l'instant, Franck Levallois, c'est un sujet d'attention, mais pas d'inquiétude aujourd'hui pour les assureurs, cette remontée des taux d'intérêt? Nous sommes attentifs à la remontée, en fait nous sommes attentifs au rythme de remontée des taux d'intérêt. Parce que la remontée des taux d'intérêt, finalement, ça correspond à une normalisation d'une situation qui était problématique tout de même. Puisque des taux qui baissent pendant des décennies, qui sont même dans certains cas négatifs, on ne peut pas dire que ça profite véritablement au rendement des fonds en euros, donc aux assurés. Le fait que les taux d'intérêt remontent
eh bien, ça a un effet relutif, hein, c'est-à-dire que le rendement financier des fonds en euros, eh bien, va croître ou va s'améliorer par simplement le phénomène ou le jeu du remplacement des obligations qui arrivent à échéance par de nouvelles obligations qui portent un rendement supérieur. Donc c'est positif pour les fonds en euros, c'est donc positif pour les assurés, pour les épargnants. Maintenant, évidemment, il faut être vigilant sur ce rythme de remontée des taux. Mais comme le disait Marion, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont importants à noter et qui font que l'assurance vie est solide. D'abord, le premier élément, c'est que les éléments qui constituent la marge de solvabilité, c'est-à-dire le matelas de protection pour les assureurs, pour tenir tous leurs engagements dans le temps, elle est aujourd'hui pour le marché de l'assurance vie, elle représente ces éléments constitutifs 2 fois et demi le minimum réglementaire. Vous voyez ? Bon. Et puis, il y a ces mécanismes qui permettent d'absorber, je pense à la réserve de capitalisation, les moins-values obligataires, par exemple. Je pense également à ce mécanisme que Marion a cité, qui est la provision pour participation aux bénéfices, et qui permet de redistribuer aux assurés, dès lors que redistribuer du taux servi, donc de la rémunération, dès lors que les rendements comptables des portefeuilles peuvent être un peu moins élevés. Donc c'est une façon de mutualiser, de lisser dans le temps la rémunération, le rendement donc des contrats d'assurance vie. Marion, il nous reste vraiment quelques secondes, mais j'aimerais là aussi, vous entendre sur cette question de remontée des taux et de l'impact sur l'épargnant. Je le disais tout à l'heure, pas d'inquiétude qu'il aille vers d'autres produits d'épargne. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Alors, c'est pas ce qu'on constate. L'assurance vie, ça reste un produit de long terme. Et comme le disait Franck, je pense que vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que la remontée des taux, c'est une bonne nouvelle pour les assureurs et donc pour les assurés. On vivait vraiment dans un monde anormal, je veux dire. C'est-à-dire qu'on garantissait le capital sur le fonds euro aux épargnants, alors que potentiellement, l'assureur pouvait être amené à investir à des taux négatifs. Là, on revient dans un monde normal. Elle est positive jusqu'à un certain niveau et jusqu'à un certain rythme. Exactement, c'est vraiment la question, la question du rythme. Mais comme le disait Franck, il y a un certain nombre de réserves qui ont été constituées et qui permettent justement d'absorber ce choc. Et bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir fait le bilan de ce début d'année pour l'assurance vie. Franck Levallois, je le rappelle, vous êtes directeur général de France Assureur. Marion Dewagener, vous êtes directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.